Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis et je suis avec Rafik Djoumi. Salut Stéphane. Pour parler de La Momie. Alors attention. Enfin, un bon film. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, alors attends, parce qu'on a déjà fait Congo, donc un grand film d'aventure, tu vois. On s'est dit, il faudrait quand même qu'on parle, tu vois. Indiana Jones, on l'a fait chez Spielberg, tu vois. Donc il faudrait quand même qu'on parle de La Momie. Comme il n'y aura pas de podcast Stephen Sommers, a priori. Ça sera un peu compliqué parce que c'est ça, il faut préciser qu'on parle bien effectivement aux jeunes. Hein. On parle pas de La Momie avec Tom Cruise, hein. On parle vraiment de La Momie avec Brendan Fraser, Rachel Weisz et réalisé par Stephen Sommers. Quoi. Tout à fait, qui aurait pu être avec Tom Cruise d'ailleurs. C'est vrai, c'est possible. Puisqu'il avait été envisagé à l'époque. Voilà, donc, ma foi, le Stephen Sommers de la bonne époque, le système hollywoodien relativement de la bonne époque. Oui. Donc, ce qui donne un film d'aventure qui nous a beaucoup plu à l'époque. Une très bonne surprise, effectivement. Succès surprise aussi, parce que, comment dire... C'était loin d'être gagné. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, tu vas tout nous dire, parce que je sais que c'est ton film fétiche. N'est-ce pas ? C'est tellement mon film fétiche que j'avais complètement oublié. C'est en revenant te voir que j'ai réalisé que j'avais interviewé Stephen Sommers pour La Momie, pour la sortie de La Momie. J'avais complètement zappé ça. Et donc, j'ai relu, ça m'a replongé plus de 20 ans en arrière, un quart de siècle en arrière, ça fait tout bizarre. Qu'effectivement, donc, nous avait très agréablement surpris. Parce que même si on avait bien aimé Un cri dans l'océan, Deep Rising, c'est sorti chez nous 1 an avant. Ouais, mais on s'attendait pas à ce que aussi vite le mec fasse déjà un gros blockbuster, parce que c'était quand même un budget bien conséquent, la Momie. Aussi peut-être $1 million, je crois, à l'époque. Hein. Aussi simple et libre dans sa forme, et puis surtout qui rend hommage en fait à tout un pan de cinéma. De cinéma d'exploitation avec lequel on avait grandi gamin, quoi. C'est un film qui est bourré de citations, dont certaines plus visibles que d'autres, quoi. Ouais, attends, moi, tu parles de La Momie ou tu parles de Un cri dans l'océan ? Non, je parle de La Momie. Ah, La Momie, oui. Justement, à la suite d'Un cri dans l'océan, on s'attendait pas forcément à ce virage-là, en fait. Donc ça a été effectivement... Même si le ton est relativement similaire, quand même. C'est-à-dire, c'est à la fois... horreur et comédie, ouais. Voilà, avec... une espèce d'humour tongue-in-cheek, un petit peu appuyé, des personnages ouvertement, caricaturaux, pardon. Voilà, ouais, c'est ça. Non, mais ouvertement aussi humoristiques, même s'ils ont badass, etc. Donc il y a un vrai... moi, je trouve que ça se suit. Ça se suit, mais on est plus dans du cinéma romantique d'aventure avec La Momie. Là, on était quand même plus dans une catégorie film d'horreur et de monstres avec Un cri dans l'océan. Mais c'est vrai que les deux se suivent, en tout cas assez logiquement. Donc, j'imagine que beaucoup de gens qui nous écoutent ont vu La Momie, moins ont pu voir Deep Rising, qui est un film tout à fait sympathique. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que La Momie étant un succès, c'est devenu une franchise. Ouais. C'est un film qui a compté pour beaucoup chez Universal. Il y a une attraction chez Universal Studios, etc. Et c'est un peu ce que Universal recherchait, puisque donc c'est un projet quand même de longue haleine, qui en fait a été initié dès les années 80, au départ sous la forme d'un petit budget, c'est-à-dire que pendant longtemps, on rappelle que Universal, c'est historiquement le studio des monstres, puisque donc ils avaient ce qu'on appelle donc les fameux Universal Monsters dans les années 30, qui ont été les Frankenstein, Dracula, Loup-garou et autres. Et donc il y avait à l'époque en 33, je crois que c'était la sortie de La Momie. Ouais, 32. Voilà. Donc la Momie fait partie de leur catalogue de monstres, et ça faisait longtemps qu'ils voulaient régénérer ce catalogue, mais savaient pas forcément sous quelle forme le faire. Et donc dans les années 80, donc pour ce couple de producteurs dont les noms ressemblent à une marque de whisky, parce que c'est donc James Jacks et Sean Daniel, donc littéralement Jacks et Daniel, s'associent pour essayer de renouveler cette franchise-là. À l'époque, l'idée, c'est de marcher sur les traces de Terminator. C'est-à-dire en gros d'une entité qui avance et qui détruit tout sur son passage et que rien ne peut arrêter, quoi. Mais qui effectivement fait quand même référence beaucoup
à l'ancien concept de la momie, c'est-à-dire ce truc qui se déplace lentement, et bosse avec George Romero là-dessus. Romero va finalement quitter le projet, et je crois que c'est Joe Dante qui va le remplacer à un moment. Donc pareil, Dante, il a grandi avec les Universal Monsters, donc il est lui aussi complètement dans l'idée de faire un film entre guillemets à l'ancienne, quoi. Et Universal met une limite à 10 millions de dollars de budget, hein. Ça doit pas dépasser, donc ça reste un petit film d'horreur quelque part. Ce qui va vraiment changer la dynamique, ça va être l'échec cinglant de Babe 2. Au milieu des années 90, fin 98. C'est ça, ouais. Où en gros, ça fait donc presque 10 ans que ce projet Momie ne voit pas le jour, malgré des tas de grands noms qui ont pu y être associés, mais toujours des grands noms associés à l'horreur. On a eu Clive Barker aussi, qui a bossé sur une version, on a eu Wes Craven, etc. À chaque fois, en fait, il y a eu des éléments scénaristiques nouveaux qui ont été amenés. Que ce soit l'histoire des scarabées dans l'un, que ce soit l'histoire de la réincarnation de ce mage égyptien et de l'amour qu'il avait pour cette femme. Voilà, mais son amour pour Anck-Tsunamun, qui était, je crois, dans la version de Clive Barker, si je m'abuse. Donc à chaque fois, il y avait des nouveaux éléments scénaristiques, mais par contre, le ton restait toujours celui d'un film horrifique. Et donc, fin des années 90, en fait, Universal se retrouve un peu dans la mouise financière. Ils ont besoin de taper un grand coup, de faire un blockbuster estival, et c'est là où ils se disent prêts à changer de ton, je dirais, effectivement à donner une nouvelle forme au film, voire à augmenter son budget. Et c'est là où effectivement va débarquer Stephen Sommers. Et donc ce qu'il me racontait dans cette interview que j'ai relue en venant de voir, c'est qu'en fait, tout a été vraiment signé sur sa présentation. C'est-à-dire que lui, il était hyper excité par justement l'idée de faire un film d'aventure romantique au lieu d'un film d'horreur. Chez Universal, il comprenait pas. Et donc, lors d'une réunion, il leur a littéralement mimé le film du début à la fin, en faisant tous les personnages, en courant, en sautant dans la pièce, enfin des trucs comme tu n'en vois qu'à Hollywood. Et il me disait qu'à la fin, il était évidemment épuisé, il tenait plus debout, quoi. Et un producteur vient le voir en lui disant mais là, ce que vous nous avez fait, vous nous avez joué un film de 100 millions de dollars. Et lui, il avait l'impression d'avoir raté son coup, tu vois, parce que le mec lui rappelait qu'ils étaient limités à 10 millions. Mais en fait, non, ils venaient de le gagner. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont vu ça, ils se sont dit, bon, ça va être un film à 100 millions, quoi. Et ça va être ce film-là. Et ça, cette présentation épique de Sommers, en fait, lui a vraiment sauvé la mise, parce qu'à partir de là, il n'avait plus rien à négocier. C'est-à-dire que quand ils sont partis en tournage, en gros, à chaque fois qu'il avait besoin de nouveaux éléments ou de rallonge budgétaire, etc., en fait, ça lui a été donné parce que les mecs savaient, ils avaient entre guillemets visualisé le film qu'il était en train d'essayer de faire. Alors, il y a un film d'aventure qui se préparait à l'époque chez Universal, qui n'a pas été fait pour des raisons budgétaires. C'était quoi d'ailleurs ? C'était des raisons de budget, non ? Budgétaire, politique, religieuse. Tu penses aux croisades ? Non, je pense que c'est à King Kong. Ah, alors de toute façon, on parlera des deux. Effectivement, il y avait le King Kong Universal avait effectivement l'intention de raviver King Kong, et le projet avait été confié à Peter Jackson et Fran Walsh, qui avaient donc livré un script. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au même moment, suite au succès d'Independence Day, la Columbia a signé ton cinéaste favori, Roland Emmerich, sur un remake de Godzilla, qui lui-même surfait sur le succès de Jurassic Park. Et du coup, Universal a pris peur et se sont dit, voilà, s'ils arrivent avec Godzilla, notre King Kong va se manger un mur, quoi. Donc ils ont débranché le projet Jackson, qui avait commencé à avancer, parce que Jackson était déjà en train de développer, enfin on avait déjà eu des moules du King Kong, enfin ça. Et puis bon, il y avait surtout ce script. Ce script qui ne va pas être, précisons-le, mais on en a déjà parlé beaucoup dans le podcast sur Peter Jackson, qui ne va pas être le script qui va être utilisé du film pour le film qu'il fera en 2005. Tout à fait. Très différent. Mais effectivement, le King Kong de Peter Jackson et Fran Walsh de
de la fin des années 90 est un film d'aventure romantique, matiné de beaucoup de comédie, et sa structure narrative ressemble effectivement beaucoup à la première heure de La Momie, pas la suite. Mais ça commence par une scène de bataille, en l'occurrence un dogfight aérien où on découvre ce qui va être notre héros, qui est trahi par celui qui croyait être quasiment son frère. On part plusieurs années après, on découvre cette bibliothécaire qui en fait a trouvé la carte qui mène à Skull Island et qui du coup cherche quelqu'un qui puisse l'emmener là-bas, et en fait elle tombe sur cet ancien militaire qui est devenu une espèce de mercenaire qui se vend au plus offrant, etc. Bon, donc oui, on avait en fait et puis même dans les personnages secondaires, dans les comment on appelle ça, les les sidekicks. Ouais, mais il y avait un autre nom. Mais bon, bref, voilà. Y compris dans les sidekicks. Et ça, effectivement, nous à l'époque, on pouvait, c'était une époque bénie, on pouvait trouver les scripts non filmés encore assez facilement sur Internet. Celui-là, on peut le trouver encore. Et donc, on avait lu le script de Peter Jackson. Et effectivement, oui, quand on avait vu La Momie, on s'était dit quand même, c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup d'éléments, et ça a été confirmé par Jackson lui-même dans les bonus de son King Kong de 2005. Dans les bonus, il dit que lui-même a eu la mauvaise surprise en découvrant La Momie de retrouver une bonne partie de ce King Kong avorté. Mais je parlais tout à l'heure des croisades parce qu'on a aussi une scène des croisades dans La Momie. Puisque donc dans les croisades, il y avait toute une séquence où Schwarzenegger était sur le point de se faire opérer des testicules pour devenir un eunuque, et un personnage était en train de négocier le prix pour le racheter, alors qu'il avait le scalpel sur les couilles, quoi. Et donc tout l'humour de la scène, on le retrouve dans une séquence donc de La Momie où Rachel Weisz. Tu sais que sur YouTube on peut plus dire couilles. Hein. Ah d'accord, ok. Alors je le répète, hein, on peut plus dire couilles sur YouTube, donc en fait. Donc les testicules, la testiculasse. Ouais. Mais donc dans La Momie, on retrouve le même concept avec en Espagne. On retrouve le même concept avec Rachel Weisz qui est en train de négocier la tête de Brendan Fraser alors qu'il est littéralement pendu. Ouais. Voilà. Mais ça, toute la séquence vient effectivement de. Donc une scène à la Sergio Leone aussi. Hein. Ouais, mais une façon de dire qu'à Hollywood rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais ça vient aussi du fait qu'à la fin des années 90, donc il y a Stacey Snider qui a repris la tête de ce département et qui justement, comme les finances semblaient un peu à sec, a dit en gros on a 3000 scénarios qui dorment dans les caves, vous allez vous servir quoi. Et les mecs ont pas hésité. Kevin Jarre a repris de toute façon beaucoup d'éléments des scripts précédents qui avaient été faits pour Barker, pour Romero, pour Dante, etc. Donc qui se retrouvent dans le film, mais effectivement, la structure narrative, et notamment de la première heure, a été très très largement empruntée à Peter Jackson. C'est, comment dire, moi j'aime beaucoup La Momie de Stephen Sommers. C'était effectivement une très belle surprise à l'époque. Et te dire que finalement, en fait, c'était encore possible de faire des films d'aventure, même si tu remontais pas aussi loin, tu vois, la Indiana Jones ou des trucs comme ça, en fait, et te dire que ça avait disparu pendant 10 ans. C'est-à-dire depuis Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Donc rien que ça, c'était assez plaisant. Mais c'est important de revenir sur cette structure, sur cette façon, en fait, dont le film a pu être fait, parce que c'est pour expliquer finalement pourquoi ce film-là nous plaît beaucoup, alors que les suites sont déjà dégueulasses, sans parler du reste de la carrière de Stephen Sommers, qui est quand même, surtout d'un point de vue scénario, vraiment comment dire, anémique, quoi. Par exemple, le scénar de Van Helsing, c'est juste une merde, en fait. Possible, ouais. Non, donc il n'y a pas de secret, hein. Si tu veux quelque chose qui tienne debout, il faut que derrière qu'il y ait de la matière et du développement. Encore une fois, ce long processus sur 10 ans a permis... A été digéré par Sommers aussi. Donc au bout d'un moment, a fini par s'installer une structure intéressante qui emprunte dans tous les coins. Je veux dire, l'histoire d'amour entre Imhotep et Anaxunamun, c'est le Dracula de Coppola. C'est ce type qui, en revenant de nos jours, décide de voir dans une femme le reflet, on va dire, de son amour perdu, et il veut ressusciter cet amour, etc. Donc il y a cet élément-là, il y a donc effectivement la dynamique
ce héros mercenaire désillusionné et cette jeune fille complètement idéaliste, voilà, qui fascinée par l'histoire ancienne, enfin, et tous ces fameux sidekicks, enfin tous ces personnages alentours en fait qui amènent à la fois donc de l'humour, de la légèreté à la situation, mais aussi de la motivation au personnage. Donc moi je trouve le film La Momie tel qu'il est aujourd'hui, justement, je trouve que c'est sa deuxième partie qui pêche un peu, qui est un peu faible, puisque c'est justement le moment où le film retourne au film d'horreur, où on est censé avoir peur parce que la momie va faire le mal, etc. Là où finalement on a pris trop de plaisir à s'intéresser aux personnages principaux dans leur quête, en fait. À la limite, tu peux pas leur en vouloir de développer le méchant, mais le truc, j'ai moins de problèmes, on va dire, quand tout ce qui participe de sa restructuration physique. Ça, c'est plutôt pas mal, je trouve, tu vois, c'est plutôt bien fait, bien amené et tout. J'ai plus de mal avec, comment dire, les stratagèmes de la momie dans la pyramide ou des trucs comme ça, où c'est un petit peu... Ça fait traîner un tout petit peu le film en longueur, alors qu'en fait, c'est quand même un film qui est relativement dynamique. C'est vraiment les toutes petites parties, mais encore... c'est les parties à chaque fois que je revois le film, c'est les parties que j'oublie qu'elles existaient en fait. C'est-à-dire le mec qui se fait arracher les yeux ou les trucs comme ça, tu vois. J'avais oublié en fait. Oui, c'est vrai, c'est dans ce film parce que effectivement, tu retiens du film que c'est un film léger. En fait, c'est pour moi un des autres trucs et je pense que c'est une référence. Alors, je sais pas si elle est assumée, mais je pense que oui, en fait, de la part de, comment dire, il y a Army of Darkness, en fait, le Sam Raimi, l'Armée des Ténèbres, hein, il y a beaucoup de, comment dire... Sean Daniel a bossé avec Sam Raimi oui, plusieurs fois, voilà, sur Darkman, ouais, etc. bien sûr, mais... James Jacks, lui, a travaillé sur Art Target, qui était aussi bien sûr, par Sam Raimi. Non, mais c'est pour dire qu'en fait, il y a un espèce de truc qui est comme ça, mais qui participe aussi, je parlais de l'humour, moi, c'est-à-dire que aussi qui participe de l'humour et du côté, parce que, voilà, on va parler de Brendan Fraser, par exemple. C'est un comédien, tu vois, qui était quand même assez, comment dire, hétéroclite. Il avait quand même pas mal de rôles différents dans sa carrière. Il a fait de la comédie, il a fait de l'action, C'était surtout la comédie qui lui a valu. Ouais, bien sûr. Et parce qu'au départ, ils ont effectivement envisagé des Brad Pitt, des Tom Cruise, etc. dans le rôle principal, qui d'ailleurs ont tous refusé. Brendan Fraser, ça a été la suite de Georges de la Jungle. Qui avait été un succès, bah ouais, mais le truc en fait, c'est que avec Georges de la Jungle, c'est que comment dire, il joue un personnage ridicule, mais il joue un personnage ridicule au premier degré. C'est-à-dire que si tu oublies que t'es dans une comédie, lui, il est quand même un beau Tarzan, beau gosse. Tu vois. Tu peux pas oublier que t'es dans tu peux pas oublier que t'es dans un film pour enfants surtout. Ouais. Mais comment dire. Il y avait quelque chose qui fonctionnait dans son jeu où il en faisait jamais trop en fait dans le ridicule. Et eux sont tout à fait conscients que s'ils veulent que le spectateur s'identifie à ces personnages, il faut que ce mercenaire soit un peu drôle et en même temps qu'il soit drôle sans faire de clin d'œil au spectateur, c'est-à-dire en étant au contraire toujours... C'est d'ailleurs la distinction, comment dire, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que on pourrait rapprocher la momie et le ton de la momie, et d'ailleurs je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont pas gênés parmi les geeks cinéphiles et tout, de Joss Whedon ou des mecs comme ça, si tu veux, parce que justement, il y a une façon de désamorcer l'action par l'humour. Ceci étant dit, comme tu l'as dit, il n'y a pas ce clin d'œil, justement. Il n'y a pas ce clin d'œil. C'est un truc qui est purement toujours d'un truc de situation, quoi. Et c'est un film qui est fait de l'intérieur, c'est-à-dire, c'est pareil, dans l'interview que j'avais faite à l'époque, on a beaucoup parlé des souvenirs d'enfance. C'est des films avec lesquels il a grandi. Donc lui, son but, c'est quand même d'obtenir un résultat à l'écran qui ressemble à ce qu'il a fait grandir. Donc il n'est pas question non plus de faire un film méta qui se fout de sa propre gueule. Exactement, c'est ça, c'est la grosse distinction en fait entre parce que moi je me souviens par exemple, et j'aimerais bien savoir si les gens qui ont écrit ce genre de conneries en fait continuent à le penser aujourd'hui, quoi, 25 millions de films après, quoi, mais je me souviens que, comment dire, à l'époque d'Avengers par exemple, on te parlait de Indiana Jones, enfin des Aventuriers de l'Arche perdue, tu vois. Non, c'était les Gardiens de la Galaxie. Ouais, ce que je veux dire par là, si tu veux, c'est qu'en fait les mecs te parlaient de ça en disant c'est un grand film d'aventure et il y avait déjà ce type d'humour et c'est pas vrai en fait. Non. C'est-à-dire il y a une différence effectivement entre la façon dont tu t'adresses aux situations
qui sont dans un film et la façon dont tu t'adresses au spectateur vis-à-vis des situations. En fait, genre, ça marche, ça marche pas, mais on s'en fout. Alors que c'est pas ça, en fait, c'est pas ce que le film dit, au contraire, quoi. Au contraire, il cherche à te crédibiliser la momie, il te cherche à crédibiliser la menace. L'humour, il est dans certaines situations, il est dans certains excès scéniques. Le personnage donc de Rick, joué par Brendan Fraser, il fait rire. Pourquoi ? Il fait rire parce que quand la nana est tranquillement sur le pont du navire en train de boire son thé, lui il arrive et il balance son sac de flingue comme un gros bourrin, toi, parce que c'est un bourrin, c'est un mercenaire, et donc le ridicule de la situation te fait sourire. Mais lui, il est pas en train de déconner. Il est premier degré. À aucun moment tu doutes dans le film qu'ils sont en danger, qu'ils peuvent mourir, même si évidemment c'est un film familial, ils vont pas mourir, mais enfin en tout cas ils sont réellement en danger. Et puis surtout la momie, c'est-à-dire l'antagoniste n'est jamais ridicule. Sa motivation, en tout cas dans le premier, amour perdu, dans le premier, oui, bien sûr. Mais ce qui fait la réussite du film, c'est cet équilibre-là, effectivement, entre le comique de la situation et le premier degré de l'aventure. Et à tout prendre, il y a aussi l'idée que, en fait, ça ne concerne pas uniquement que le personnage de Rick, mais justement, il y a des fois un petit peu de comédie visuelle, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a cette scène, par exemple, avec la bibliothèque, exactement, en fait, où elle se retrouve au milieu avec son échelle, et t'as quand même un truc, en fait, pour vouloir écrire un gag comme ça, et en fait, d'un seul coup, tu sais que tu vas devoir le tourner, quoi. Et en fait, mine de rien, c'est pas facile à faire, un gag de cartoon où effectivement toutes les bibliothèques tombent comme des dominos. Parce qu'elle est coincée, en fait, entre les deux avec sa Michel, pour te montrer que c'est quand même une geek, la nana, elle est quand même maladroite, tout en étant à la fois très intelligente et très enthousiasmante. Et c'est con, mais ça te fait aimer le personnage, ce genre de choses. En fait, tu la kiffes, la nana. Tu te dis, mais elle part dans une aventure qui la dépasse complètement, alors qu'elle est même pas fichue de tenir sur une échelle dans une bibliothèque. Et c'est ça qui est bien. Donc tu te retrouves investi. Donc c'est un film qui est extrêmement bien équilibré à ce titre-là. Il faut rappeler quand même donc d'où vient Sommers aussi, parce que c'est un mec qui a tenté de se positionner comme réalisateur pour le coup hyper classique. Je veux dire, il a été ses premières réalisations, c'est pour Disney. C'est des films pour enfants, c'est des remakes aussi, donc c'est Huckleberry Finn d'abord, et ensuite il a fait ce remake live du Livre de la Jungle, qui était complètement... Avec Jason Scott Lee. Voilà, et qui se voulait un pur hommage à la version de Zoltan Korda des années 40, quoi. Donc, c'est pas un mec qui regarde ce cinéma-là avec dédain. Donc, quand il arrive sur La Momie, il arrive avec ce bagage de faire... un film pour les enfants, mais aussi pour l'enfant que lui a été. Donc, le plan d'ouverture, et ça aussi, pareil, dans l'interview, il s'est un peu moqué de ma question, parce qu'il a dit, ouais, en fait, vous me considérez comme un gamin attardé. Mais alors qu'en réalité, j'étais en train de kiffer son truc. Mais je lui fais remarquer que le plan d'ouverture du film, c'est un plan d'enfant. C'est-à-dire, on a la caméra qui est au-dessus de la pyramide, qui descend comme ça le long de la pyramide, et on découvre l'Égypte de l'Antiquité et tout ça. J'ai dit ça parce que moi, quand j'étais môme, j'achetais des figurines Matchbox d'Égyptiens avec un copain, on faisait des constructions pas possibles. Et ce qu'on faisait, c'est ça, c'est on fermait un œil et on allait faire des grands travelling descendants sur le truc. Est-ce que t'avais la musique de Goldsmith? J'avais pas à l'époque la musique de Goldsmith, et on en parlera de Jerry parce qu'elle est vraiment très importante sur ce film. Mais le film est bourré d'éléments qu'un môme aurait pu imaginer dans ces jeux de mots, mais c'est aussi ce qui le rend attachant, quoi. Ouais, puis c'est un film. Enfin, je veux dire. Le mot clé quand tu sors du film, c'est un spectacle généreux, quoi. C'est-à-dire que voilà, il y a cette idée que en gros, chaque idée va être maximisée. On va vraiment en fait partir sur, et même des trucs en fait où tu te dis bon bah comment tu mélanges l'horreur avec l'aventure. Je parle à une époque où c'était pas forcément évident, et à tous les coins de rue. Non, mais en tout cas que depuis il y a des tonnes de films qui ont pu essayer, on va dire, mais après faut aussi savoir où se situe le curseur de l'horreur et le curseur de l'humour, ou le curseur de l'aventure et de l'action. Et le truc, par exemple, moi je me rappelle qu'il y avait des images que je trouvais spectaculaires, qui sont facile à faire aujourd'hui, quoi. Mais le morphing en fait sur le personnage de Imhotep, et en fait en gros d'un seul coup il y a une tempête de sable avec son visage et t'as un biplan devant qui est en train de lui tirer dessus, et ce genre de truc, tu te disais putain, sur grand écran ça envoyait grave, en fait c'était super cool, quoi. C'est-à-dire que t'étais à la fois en fait une idée de cinéma d'horreur, à la fois une idée de cinéma d'action, d'aventure, quoi, et en fait le mec te le mélangeait avec un sens du spectacle en fait qui était encore une fois généreux, quoi. Tout à fait. Et en plus pour certains trucs qu'a demandé quand même des moyens, parce que même si
si les effets spéciaux étaient bien avancés à l'époque et qu'il y avait un gros budget, hein, il y avait 15 millions de balancés dans les effets, et en plus pas n'importe qui, c'était ILM hein, derrière, même si Pacific Title a aussi collaboré au truc. Donc voilà, des effets réussis, mais pas suffisamment pour recréer, comme on le fait aujourd'hui, des scènes de foule et tout. Donc ça veut dire par exemple la bataille d'ouverture entre les légionnaires français dont le héros Rick et les Arabes, ben c'est tourné à l'ancienne hein, avec des vrais cavaliers qui se défoncent la gueule etc quoi. Et ben pareil tu vas voir le film quand on est allé le voir, on n'avait rien parce que nous on le voyait en tant que journaliste, donc la promo avait pas commencé encore. Moi je l'ai vu en salle. J'arrivais. D'accord. En tant que journaliste. La promo, le truc avec en tant que journaliste, c'est que tu sais pas exactement, vu que la promo n'a pas eu lieu, exactement ce que tu vas voir. Nous, on allait voir un film d'horreur. Et donc, de commencer par une scène de bataille qui sort directement du Lion et le Vent, c'était en mode, ah ouais, d'accord, ok, très bien, tu vois. Donc, et en plus, moi, je la trouve plutôt bien montée et dynamique, cette scène de bataille. Là aussi, bon, donc, pareil, un coup de chapeau à Jerry Goldsmith. Alors, justement, le fait de faire un film qui soit ouvertement de l'aventure romantique à l'ancienne, dans l'Égypte des années 20, et donc de tourner le dos au film horrifique qui avait été envisagé un temps parce qu'il devait être un film contemporain, c'est aussi ce qui a permis de réunir un casting de technique impressionnant, parce qu'outre Jerry Goldsmith, on a aussi Adrian Biddle à la photo, j'ai oublié son nom, mais bon, ça me reviendra plus tard. Un super chef décorateur aussi. Enfin, des mecs, des vétérans qui ont déjà 25 ans de grosses productions dans les pattes, quoi, et qui vont amener leur expérience du truc. Adrian Biddle, il est connu pour être un des mecs qui utilise le mieux le jaune et l'or dans sa photo. Et pour un film comme La Momie, le jaune et l'or, c'est juste, voilà, quoi. Le désert, voilà, c'est parfait, quoi. Il te fait des contrastes incroyables avec ça. Et Goldsmith, dans les années 70, il avait fait, alors moi j'aime pas le film, mais la musique est absolument sublime. Le film de John Milius, Le Lion et le Vent, donc qui est un film, voilà, qui se passe avec des cavaliers arabes dans le désert. Pas mal encore, ça va, Le Lion et le Vent. Ouais, mais je suis pas fan, j'aime pas trop le film. Mais par contre, le score, c'est juste totalement ahurissant, et qui en plus de ça a toujours fait des films fantastiques tout le long de sa carrière, vu qu'il a commencé dès Twilight Zone dans les 60s, donc qui est capable, en un claquement de doigts, de passer de l'ambiance Laurence d'Arabie à celle d'un pur film d'horreur, tu vois, en un accord. Et ça, pareil, la première heure musicale de La Momie, c'est un roller coaster, quoi. Enfin, que ce soit en disque ou en regardant le film, enfin, je veux dire, tu te dis, mais où il va chercher tout ça? Enfin, il a produit un score complètement dingue, quoi. Et je trouve en fait qu'il vend aussi certaines, alors, j'ai pas des facilités parce que c'est pas ça le terme, mais en fait, je pense que sans la musique de Goldsmith, par exemple sur le prologue, sans pour arriver à unifier en fait, en gros, toutes ces informations aussi rapidement et tout, même musicalement en fait, oui. Tu vois, je trouve que c'est comment dire, s'il n'y avait pas ça, il y aurait moins de souffle épique. Oui, bien sûr, parce que le prologue effectivement commence par un côté péplum, voilà, avec ce plan d'ouverture dément. Ensuite, on passe, pardon, au côté intimiste avec Imhotep qui s'apprête à consommer cet amour interdit, et au moment où il est arrêté, transféré dans la cité, comment s'appelle la cité d'ailleurs, bref, je sais plus, où on va le torturer horriblement avec les scarabées. Là, effectivement, le score est devenu un truc hyper dark, etc., etc. Et on sort de là pour arriver directement sur la scène de bataille des années 20, quoi, avec cette musique très réminiscente et il y a un vrai souffle en fait, en plus. Du Lion et le Vent, voilà. Il y a vraiment un truc de, comment dire, d'aspect épique en fait du film où tu te dis ok, en fait on va voir ça, c'est-à-dire on est prévenu, quoi, tu vois, et mine de rien c'est une bonne porte d'entrée, quoi. C'est une excellente porte d'entrée, et tu dis et puis t'as l'assentiment que t'es pris en charge en tant que spectateur, tu dis on va s'occuper de moi, ça va être riche. Ouais, c'est ça. Non, mais et du coup ça permet aussi, tu vois, c'est con, mais moi ça faisait à l'époque on a découvert le film, ça faisait des années que j'avais pas eu ce que vous appelez un moment de The Journey, quoi. C'est-à-dire un moment où les personnages doivent partir, là en l'occurrence à dos de chameau, pour traverser le désert. On savait plus faire ces scènes-là.
Et là, tout d'un coup, je vois un mec qui alors, bien sûr, c'est du pompage, bien sûr, c'est de la copie, mais il reprend des idées visuelles de David Lean, comme les gros plans sur les pieds des chameaux avant de découvrir le décor, tu vois, avec une caméra qui remonte légèrement, et quand en plus t'as Goldsmith à la musique derrière, non, mais bien sûr. tu te dis, mais la scène pourrait durer 10 minutes, que ça me conviendrait, quoi. C'est un blockbuster qui se fout pas de ta gueule, quoi. C'est-à-dire que le truc, c'est que, et c'est sorti, alors, il faut préciser, comment Oui, dire. alors justement, pour Universal, l'autre enjeu, parce que c'était donc, on était en 99, il y avait un blockbuster qui allait arriver au mois de mai, et qui était THE blockbuster absolute, donc qui était Star Wars épisode 1, voilà, qui était, il faut le rappeler, hein, parce que ça aussi, ça a été oublié, plus attendu que tous les Star Wars qui étaient sortis auparavant, c'est-à-dire on n'avait jamais eu une promo aussi délirante que sur Star Wars épisode 1, parce que 6 mois avant, toute la presse internationale était au taquet sur ce qui devait être immanquablement l'événement de cette fin de siècle. Et du coup, pour les majors, c'était genre, ok, qu'est-ce qu'on fait, quoi, en face de ça? On n'a absolument rien à proposer. De manière complètement inattendue, c'est aussi sorti juste après Matrix. Qui est sorti en mars. Voilà. Et qui était un carton, quoi. Il y a un mois, en fait, qui précède, Mais sur le mois de mai américain, c'était le désert. C'est-à-dire que tout le monde savait que n'importe quel autre film allait se planter. Donc, en gros, on envoyait les films au casse-pipe. Or, Universal avait quand même, une relative confiance dans la possibilité d'obtenir quelque chose avec la momie, et ils l'ont quand même balancé, sur ce mois de mai en se disant, bon, à tout va, on sait jamais. Tu vois, enfin, bon, peut-être que, mais bon, quand même, ils croisaient les doigts parce qu'en réalité, rien n'était gagné. Et effectivement, ils ont bien fait parce que tout le monde n'était pas déterminé à ne voir que Star Wars ce mois-ci. Alors, ceci dit, il y avait un autre film qui est sorti le même jour que Star Wars aux États-Unis. J'ai plus le titre du film. C'était une comédie romantique produite par DreamWorks et je crois avec Kate Capshaw. Ouais. Et ça avait été un bide, tu vois, évidemment, parce que ça se voulait une contre-programmation, quoi. Et ça avait été un bide, mais monstrueux. Je crois que c'est même pas sorti en France chez nous, hein. Ça le sait de dire à quel point, tu vois. Ouais. Il y avait aussi, c'était pas cette année-là qu'il y avait ce film, cette comédie justement romantique entre Sandra Bullock et Ben Affleck, là. Possible, ouais. Forces of Nature, la vente folie, ou je sais pas quoi. Will Smith, cette année-là, avait dit que de toute façon, Wild Wild West allait défoncer Star Wars. Donc. Ouais, voilà. Tout allait bien. Ouais. Non, mais bon, toujours est-il. Il voulait mettre une baffe à Star Wars. Voilà, toujours est-il que la momie a effectivement cartonné. Et en plus, il est sorti chez nous plus tôt que Star Wars, ce qui lui a permis sur l'été. C'est vrai, parce que c'était encore l'époque où, en gros, on pouvait sortir un film au mois de mai, un blockbuster énorme, attendu par le monde entier, au mois de mai aux États-Unis, quoi, et chez nous en octobre. Ouais. C'est-à-dire littéralement 6 mois après, quoi. Et donc effectivement, entre temps, puisque quand même la distribution avait changé, c'était le paradigme des Star Wars jusque-là. Comment dire, la façon de présenter les sorties et tout, quoi. Mais ça a changé, ça avait changé en fait la façon de vendre les blockbusters à cette époque-là, ça avait changé. Pas pour Star Wars, mais pour ces films-là, effectivement. Donc on s'est retrouvé avec la momie, en juillet, ouais. Donc voilà, effectivement, gros succès surprise. Et puis effectivement, chez le public de l'époque, le sentiment d'avoir retrouvé un petit peu d'Indiana Jones. Enfin, ça a été cité dans tous les coins et c'est normal. Même si en réalité, c'est simplement parce que le film est un film pulp et qui va chercher du coup les mêmes sources d'inspiration que. Oui, puis en fait, il y a aussi l'idée de l'humour, encore une fois, c'est-à-dire en fait, il y a l'idée, je pense, de spectacle généreux, total. Parce que nous, on peut regarder effectivement les Indiana Jones comme des œuvres de cinéma pures et vraiment les analyser sous cet angle-là, quoi. Ce qu'elles sont, hein, évidemment, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas de La Momie non plus. Hein. C'est un film qui est très bien fait, hein, mais c'est pas un manifeste cinématographique. Mais bon, pour le grand public, alors évidemment que je pense qu'il y en a quand même qui préfèrent Indiana Jones à La Momie, quoi. Mais pour le grand public, c'était tout simplement le nouveau Indiana Jones au moment où ça sortait, et ça a fait tout à fait le job, quoi. Un peu plus que les suites. Voilà, mais effectivement, en vertu de ce savant équilibre, on réalise pas en fait à quel point c'est difficile. Il faut s'être tapé toutes les merdes que sont comment ça s'appelle, High Road to China ou les Alan Quatermain des années 80. Non, mais pour comprendre que c'est super compliqué de faire. High Road to China, c'était quoi? C'est les Aventuriers du bout du monde. Ouais, c'est ça, les Aventuriers avec Tom Selleck en français. Ouais, c'est le film que Tom Selleck a essayé de faire pour avoir son Indiana Jones à lui quand il s'est fait voilà. Et il y a eu donc carotté par les producteurs de Magnum. Alan Quatermain produit par la Canon.
voilà, qui sont... Alors ça, c'est des vraies merdes. Oui, Ouais. oui, mais parce que c'est super Mais difficile. I Road to China, dans mon souvenir, il y avait un peu plus de production value quand même. De la production value, mais par contre, ça marche pas. Non, oui. Cet équilibre entre le vrai film d'aventure, la comédie, le détachement un peu rigolard et en même temps on y croit. Il faut c'est un vraiment y équilibre. arriver, quoi. Donc, moi, je dis pour le premier Mommy, chapeau Stephen Sommers, parce qu'on va le voir très vite, hein, que sur la suite, ça va être beaucoup plus compliqué de retrouver cet esprit-là et cet équilibre. Alors, lui, il n'en a fait qu'une. C'est-à-dire, il a fait le retour de la momie. Qui est déjà bien en dessous. Largement, même si je dois reconnaître que j'avais trouvé ça plutôt sympa à l'époque. Il y a 2-3 trucs marrants, mais en termes d'idées de scènes d'action, notamment ce qui se passe à Londres avec les espèces de momies qui les attaquent dans le bus et ce genre de trucs-là. Mais en termes narratifs, par exemple, c'est déjà un gros bordel qui part dans tous les sens, où ce qui était par exemple des personnages de comic relief plutôt agréables, parce que dans le premier Mommy, il a rien de nouveau, le personnage de l'aviateur complètement fou. Tu vois que ça passe encore, voilà. C'est plutôt sympa parce que tu as toujours un personnage un peu picaresque. Encore une fois, moi j'associe ça alors, de manière plus rigolarde et tout, mais à du Sergio Leone ou des trucs comme ça, c'est-à-dire d'un seul coup tu vas te rencontrer un perso un peu fou et parce que le mec il a été vrillé par l'aventure et qu'à l'époque avait déjà été récupéré par le cinéma enfantin, parce que tu retrouvais ça dans les DuckTales de chez Disney, tu vois, ce genre de personnages un peu barrés, mais qui bien sûr fait partie des personnages picaresques à la Leone, mais sur le deuxième ils deviennent insupportables en fait. Moi j'ai pas de problème avec ce genre de personnage, j'ai plus de problème avec le personnage par exemple de Kevin J. O'Connor là, qui était le gros. Déjà j'ai envie de dire, il y a trop de sidekicks dans la momie quand même, malgré tout, quoi. J'ai quand même au minimum, au bas mot il y en a 3. C'est-à-dire, il y a donc John Hannah, qui joue le frère de Rachel Weisz, et qui est effectivement le côté un peu vénal, mais qui justement, je trouve, désamorce le cynisme qu'on pourrait avoir vis-à-vis du film d'aventure. C'est-à-dire, il sert presque de contrepoint aux spectateurs qui refusent de jouer le jeu dans le film. Parce qu'il est toujours au-dessus de tout le monde, etc. Donc il est là aussi pour ça. Donc Kevin J. O'Connor, qui est effectivement l'ami qui passe son temps à trahir et en même temps qui passe son temps à dire qu'il en est désolé, etc. Après, puis qui en fait se met au service du plus offrant, voilà. Et qui, enfin voilà, il y a le gros port d'Égyptiens, donc il essuie. Bon après ça c'est encore c'est pareil, mais le truc c'est à la limite je crois que ça avait été un petit peu à l'époque, je me rappelle. Décrié parce que c'était plus que caricatural, on va dire, quoi. Moi c'était pas tellement, moi encore une fois j'ai plus de mal avec Kevin J. O'Connor, c'est-à-dire qu'en fait je trouve qu'on se retrouve dans un espèce de truc d'écriture un peu genre puisqu'on a défini que c'est un traître, on peut faire un peu n'importe quoi. C'est sûr. Et puis surtout tu sens qu'il a été placé là surtout pour enchaîner les punchlines avec le héros, quoi. Oui, et en fait le truc c'est que c'est pas le meilleur acteur du monde. Hein, faut le dire quand même si Stephen Sommers serait pas d'accord, quoi, parce qu'il l'a casté un peu partout, quoi. Il était déjà dans un emploi similaire dans Un cri dans l'océan, quoi. Donc c'est pas le meilleur acteur du monde, c'est pas le mec, je trouve, qui a le meilleur timing comique. Donc c'est un des trucs où je trouve un petit peu irritant et vieillot années 90 en fait, si tu veux, quand je revois le film, quoi. Après ça reste une portion congrue, hein. C'est pas moi, très je trouve pas toujours tout à fait à sa place. Ça peut paraître curieux, c'est Arnold Vosloo qui joue donc la momie. Arnold Vosloo, c'est pas Laurence Olivier, hein. Faut le dire, quoi. C'est clair. Donc, comme je l'ai dit, Jax avait produit Art Target, hein, donc ça vient de là. Mais en même temps, j'ai rien à lui reprocher parce que il le joue sur le ton avec lequel il fallait le jouer. C'est une momie sérieuse qui croit à ce qu'elle fait, et en plus qui a une forme de noblesse, on va dire, à le déplacer au regard de sa structure. En fait, le problème, c'est peut-être que c'est pas... En fait, il a pas assez travaillé le langage corporel du personnage, je trouve. C'est surtout ça le truc, c'est-à-dire qu'en gros, comme c'est un personnage qui est quasiment muet, et en fait, tout passe par sa présence. Et comment dire, c'est un mec qui est grand, qui est musclé, qui est, enfin, tout ça, etc., etc. Donc en fait, il a une garde-robe imposante et tout. Donc tu pourrais te dire que voilà, il aurait travaillé un peu plus son langage corporel pour
imposer tout ça et être voilà, ça aurait été. Mais je pense qu'il a pas été forcément d'ailleurs parce que c'est aussi les limites de réalisateur de Stephen Sommers, hein, c'est-à-dire qu'en gros, et on les verra, mais bien plus tard avec dès qu'on va lui jeter du pognon à la gueule, ça va devenir un enfer, hein, son cinéma quoi. Et le truc, c'est que c'est pas un réalisateur, c'est un réalisateur qui compense en fait. Stephen Sommers, c'est pas un réalisateur qui réfléchit automatiquement à tous les éléments qu'il aura. Alors jusque là, il a optimisé à mort un budget. Mais pour autant, c'est pas un type qui, je pense, réfléchit vraiment à la façon dont il va diriger des comédiens indifféremment, en fait. C'est-à-dire que tu parlais dans l'écriture, on voit la distinction entre John Hannah et comment il s'appelle, Kevin J. O'Connor ou l'Égyptien. Je trouve dans les jeux tout ça pas tant que ça en fait, si tu veux. C'est-à-dire que dans la façon dont ils sont dirigés, quoi. Et en même temps, en tout cas à l'époque de la momie, il te dit qu'il s'est énormément préparé, et je veux bien le croire, parce que c'est quand même un gros budget, justement parce qu'il voulait sur le plateau n'être présent que pour les comédiens, et ne plus avoir à se préoccuper de l'infrastructure compliquée du film, dont on rappelle qu'une partie a réellement été tournée au Maghreb, alors pas en Égypte, parce qu'à l'époque il y avait trop de bordel politique, et ils ont tourné à Marrakech, mais ils ont vraiment été dans le désert, enfin il y a vraiment eu des... que le film soit préparé, que en fait il en donne plus que son budget, etc. Ça, il n'y a pas de souci, tout est là. Moi, je parlais vraiment en fait de l'idée que, bah, tu vois, enfin, je te parlais de la scène en fait avec le plan de la, comment dire, de la tempête de sable avec le visage d'Imhotep qui apparaît dedans. Quand c'est les effets spéciaux, ça fonctionne très bien. Quand c'est lui qui est en train de mimer la scène, c'est un peu moins efficace. On va dire quand tu vois Wouzlou en train de le faire, quoi, qui est en train de hurler avec la gueule ouverte, quoi. C'est ça que je parle en fait, c'est-à-dire je pense qu'il lui manque ce travail sur le langage corporel et je pense pas qu'il ait été dirigé dans ce sens-là non plus, quoi. Enfin en tout cas, il aurait pu être plus comment dire plus impérial. Ouais, opératique dans son fonctionnement, c'est-à-dire d'en faire, tu vois, c'est un mauvais exemple parce que évidemment qu'il n'aurait pas joué ce rôle-là, mais en fait, t'as envie de le pousser dans des retranchements à la Nicolas Cage, en fait. T'as envie de lui faire prendre des partis pris, en fait, si tu veux, un peu plus radicaux. Ouais. Dantesque en fait, si tu veux, parce que je pense que ça pouvait coller avec le personnage vu qu'il ne parle pas. Tu vois, c'est-à-dire que c'était sa façon de s'exprimer et du coup de connecter avec le spectateur. Mais je pense que c'est ça, hein. Je pense qu'à la fin c'est la connexion avec le spectateur qui est peut-être un petit peu perdue, quoi, avec ce personnage-là, quoi. Avec Vosloo. Et d'ailleurs, en fait, le problème c'est que dans la suite il est ridicule, hein. C'est-à-dire que pour le coup, bah tu vois juste un mec en pagne, quoi, tu vois, en froc avec un truc et tout ouvert, quoi, t'as la chemise ouverte, tu vois, enfin en robe de chambre qui descend jusqu'en bas, là. Et ouais, je trouve qu'il se fait totalement éclipser. Et d'ailleurs en fait l'idée, j'ai l'impression que c'était un peu dans leur obligation, ils se sont dit bon, on va le faire revenir. Ça, c'était aussi le problème du Retour de la momie, c'est que ça répétait quand même beaucoup de choses du premier. Tout en essayant de lancer une sous-franchise, puisqu'on rappelle qu'ils ont lancé Le Roi Scorpion. On a fait un épisode avec Julien sur Le Roi Scorpion, donc on en parle. On s'est dit quand même que si on a fait Le Roi Scorpion, on peut faire la momie, faut pas déconner, quoi. Et puis c'était Jet Li dans le 3e, mais bon là, il y a déjà Stephen Sommers avait déjà. C'est déjà parti. Ouais, il avait déjà rendu les âmes. C'est Rob Cohen. Non, mais bon, le grand Rob Cohen. Après, il est évident que Sommers a montré justement les limites de l'exercice avec Van Helsing, dans lequel tu reconnais en fait tristement le mec de la momie dans beaucoup de tentatives, mais qui foirent systématiquement les unes après les autres, quoi. Mais sauf que t'as un vrai équilibre dans le scénar de la momie que t'as pas du tout dans Van Helsing. Van Helsing, je veux dire la façon dont par exemple. Tu vois, le truc, en fait, c'est que, à tout prendre, puisqu'on a quand même beaucoup tapé sur ce pauvre Arnold Vosloo, là, tu vois, à l'instant, quoi, à tout prendre, en fait, il reste relativement, bien employé, si tu le compares au Frankenstein, le créateur de Frankenstein dans Van Helsing, qui est littéralement ridicule, quoi. C'est un benet, tu vois, bref, et qui se fait manipuler par tout le monde, en plus, tu vois. Donc, on a vraiment l'impression que c'est Forrest Gump, le gars, quoi, tu vois. Et bon, ça fait un peu mal au cul, et là, t'as du mal à croire qu'il aime ça, en fait, si tu veux. Mais d'ailleurs, Van Helsing, ça se resituait dans cette foulée-là, en fait, de l'idée de réinventer les Une fois que Sommers leur a montré qu'il avait la capacité de régénérer une franchise pas simple, comme celle de la momie, évidemment qu'ils lui ont filé tous les Universal Monsters d'un coup. C'était un budget monstrueux, c'était plus du double de la momie, Van Helsing. La momie était censée ouvrir la porte, justement, à 10 ans minimum de Universal Monsters rebooté, hein, donc mais bon, là il aurait fallu effectivement. Ils les a tous niqués d'un coup. La Frankenstein, la Dracula, c'est tout, allez vas-y, roule ma poule, quoi.
Voilà, mais c'est intéressant de voir que lorsqu'ils arrivent avec le Tom Cruise en 2000, je sais même plus quand, 2015, 16. Non, ouais, c'est sorti en 2017. Voilà. Qui se disent à la fois qu'ils vont retourner à la momie d'origine, et en même temps tu t'aperçois que les mecs finalement essaient quand même de grappiller du film d'aventure à la... Oui, alors c'est-à-dire qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, alors on va faire un film d'horreur, mais bon, on a Tom Cruise, mais en fait, il faut se rappeler quand même que la momie dans l'esprit des gens, c'était il y a 20 ans, et en fait, en gros, même un peu avant, c'est-à-dire c'était il y a 18 ans, donc il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'aventure à la façon de la momie, dans le désert, dans le bidule, dans le machin et tout, quoi. Enfin, en tout cas, il y a des évocations de ça. Et puis t'as au milieu Tom Cruise qui se dit je vais faire une scène à la Mission Impossible, je vais faire une chute d'avion en zéro gravité et roule ma poule, tu vois. Et là tu te dis en fait il y avait pas un seul capitaine sur cette affaire, quoi. Et c'était censé effectivement lancer le dark universe d'Universal, quoi. Et il y a une très belle photo avec tous les comédiens qui devaient interpréter l'homme invisible, Dracula. Non, Dracula c'était peut-être déjà fait, je sais plus. Enfin bref, il y avait la momie, tout ça, etc. Enfin, il y avait pas la momie, mais pardon, ça c'était avec Tom Cruise. De l'opéra, le loup-garou. Ou non, le loup-garou, ouais, mais je crois qu'il y avait Javier Bardem, il y avait Johnny Depp, enfin tous ces mecs-là, quoi. Et tu fais, mais où sont ces films, quoi? C'est étonnant, tu vois. Ouais. Et ça a été un bide, aussi, il faut le dire. Et puis un sacré gros camouflet dans la carrière de Tom Cruise à cette époque-là, quoi. Et une manière de absolument pas relancer. Mais aujourd'hui, en fait, au stade où on en est, et d'ailleurs, Brendan Fraser qui est en train de refaire un retour en ce moment avec The Whale, qui est quand même sorti de plein d'années de dépression, qui, a l'air de reprendre du poil de la bête, et surtout, encore une fois, physiquement, même s'il est encore bien empâté, il a l'air de revenir à un poids de forme un peu plus, raisonnable pour ce genre de film. Lui-même l'a dit, moi, ça serait génial de reprendre le rôle de Rick. Ouais, dans une suite de la momie. Et honnêtement, franchement, au stade où on en est, ça pourrait se faire. Je vois pas, je vois pas ce qui empêcherait vraiment Universal. Je suis même sûr qu'ils sont en train d'y penser. Donc, de relancer en tout cas la franchise sous cet angle-là, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on a des choses à rajouter sur la momie? Non, on va pas dire que c'est bien, que rematez-le. Si vous avez entre-temps, si vous avez eu des gosses, n'oubliez pas de transmettre, parce que moi c'est un truc qui me fait vraiment de la peine, que je constate régulièrement, c'est que dans notre génération, il y a beaucoup de parents qui ne montrent pas aux enfants les films avec lesquels ils ont grandi. Et ça, je comprends pas. Je me dis que t'as kiffé un film quand t'étais jeune, tu le montres à ton fils ou à ta fille, quoi. Y a rien de plus naturel. Donc voilà, si vous avez vu La Momie lorsque vous aviez 8 ou 10 ans, et que surtout vous avez que c'est un film qui est plutôt, qui a aujourd'hui la génération qui a pu avoir 10 ans à l'époque, c'est des gens qui ont 30-35 ans. Oui, c'est ça. Et voilà, et moi je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, qui aiment beaucoup vraiment. Non, qui aiment le film, oui. Mais j'ai constaté dans mon environnement proche qu'il n'y avait pas de transmission. Quand j'ai montré tout le monde se rappelle du Retour de la Momie. J'ai montré La Momie à des enfants dans un ciné-club que j'ai organisé chez moi, et je recevais des SMS des parents qui me disaient « Ah, trop génial, La Momie, c'est super, je l'ai vu quand j'avais tel âge et tout ça. » Et moi de me dire « Bah oui, mais pourquoi tu le montres pas à ton gamin, quoi? Pourquoi est-ce que tu attends que ce soit moi qui fasse une séance pour leur montrer ?» Je pense qu'ils se rappellent du Retour de la Momie. Et ils ont kiffé. Et ils ont kiffé. Le film tient la route, fonctionne, et je trouve qu'il a effectivement le bon ton. Il arrivait pile au bon moment déjà historiquement, mais aussi il arrivait au bon moment au niveau du ton qu'il emploie, c'est-à-dire d'être léger, de pas se prendre au sérieux et sans jamais oublier de tout ce qu'il doit au cinéma du passé, quoi. En tout cas, sans jamais le trahir. Et sans le trahir. Oui. Ouais. Bon, très bien. Très bien. Ouais, donc revoyez La Momie. Merci Rafik. Merci Steph. Merci Alain, merci à la technique. Merci Alain. Merci messieurs. Voilà. Et merci à tous en fait qui nous suivez. Donc pour nous suivre, c'est toujours la même chose, Twitter, Instagram, tout le tralala. Pour nous soutenir, c'est KissKissBankBank, c'est Tipeee. Il y a encore Patreon, Alain, il me semble, mais tout à fait. C'est dans un coin, quoi. Voilà. Et puis nous, on se retrouve une prochaine fois avec un prochain film. Merci à tous. Alors t'oublies de parler, parce qu'en fait, vous en parlez jamais de ça, hein. Jamais. Je suis sûr qu'il y a des gens que ça les intéresse. Ce truc là, en fait, alors dans un podcast, les gens ne voient pas ce que c'est, mais t'es en train de sortir le MOOC. Ouais, c'est le MOOC Capture Mag et range-moi ça, c'est fini, on arrête. Non, mais je suis scandalisé parce que vous avez fait des kékés là, les Gilliam, Spielberg, Sam Raimi, Tarantino et tout ça. Il y a pas Stephen Sommers dedans.
Donc j'espère quand même. Il a sorti quoi Stephen Sommers entre 2012 et 2022 Les G.I. Joe, non, c'était pas ça, non Non, G.I. Joe c'était en 2000. Ouais, d'accord. C'était en 2008, 2009, je sais plus. Non, le deuxième le premier. Il est pas sur le deuxième. Ah, il est pas sur le deuxième alors. Non, mais en fait, Stephen Sommers, il est tricard, hein. Okay. À Hollywood, c'est fini, il fait plus. On va repêcher Stephen Sommers pour le prochain MOOC Capture Mag. D'accord, ok. Bon, bah merci d'être resté. Voilà, à bientôt.